Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, réouverture du dossier Ousmane Sonko Adji Sarr. Si certains citoyens craignent de nouvelles émeutes comme ce qui s'est passé en mars dernier, d'autres estiment que cette affaire doit être tirée au clair définitivement. Reportage d'Ami Diouf à suivre dans ce journal. Lutte contre les industrielles polluantes. L'exemple des femmes transformatrices du site Helcom de Bargny magnifié. Des organisations de femmes de la sous-région veulent d'ailleurs s'en inspirer pour mieux mener cette lutte chez elles. Elles ont fait le déplacement au Sénégal. Reportage à suivre avec Babacar Seck tout à l'heure. Dans la rubrique Portrait honneur aux femmes, toujours dans ce mois de mars, et à l'honneur ce soir, la mère de famille et commerçante. Elle s'appelle Mama Keita et elle quitte tous les jours à l'aube Thiaroye, en banlieue dakaroise, pour venir au marché Tilène en ville où elle gagne sa vie. À suivre ses confidences avec Abdourahmane Ly dans notre rubrique Portrait dans ce journal. Et dans l'article de la semaine, le respect voué à l'institution judiciaire fléchit-il? En tout cas, l'Union des magistrats avertit les nombreuses attaques envers cette institution doivent cesser. Le journaliste Hassan Samb, directeur de publication de Réumi Quotidien, met l'encre sur cette colère noire de Dame Justice. Dans l'article de la semaine à suivre en fin d'édition avec Mamadoussi. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, les femmes transformatrices du site de Helcom, c'est à Bargny, cité en exemple dans la lutte contre les unités industrielles polluantes. Des organisations de femmes d'Afrique sont venues s'imprégner de l'expérience de ces femmes de Bargny pour mieux aborder la lutte dans leurs pays respectifs. Babacar Seck, reportage. Dans le cadre d'un atelier de consolidation sur le droit des communautés de dire non aux projets qui nuisent à l'environnement et aux activités de subsistance, des femmes venues de la sous-région et d'Afrique centrale sont venues en visite à Bargny pour partager l'expérience des femmes transformatrices du sud de Helcom, près de la centrale à charbon. Bargny est un cadre illustratif sur la lutte contre les industries extractives, contre les banques multilatérales de développement, parce que qui dit Bargny dit la centrale à charbon de Sénégal, qui dit Bargny dit le complexe sidérurgique de Tosyali, une entreprise turque qui voudrait s'installer sur le site de transformation, mais vraiment les femmes se sont appuyées sur le droit de dire non pour repousser ce projet, pour dire à ce projet de dégager sur le site de transformation qui est en moyen de subsistance dans la commune de Bargny. Un cadre d'échange entre les pays africains est né pour un partage d'expériences. Nous sommes dépossédés de nos terres et chez nous par exemple c'est pas récent, c'est depuis l'indépendance au fait. Depuis 1954 pour d'autres, depuis 1958 pour d'autres. Et ce n'est pas des cas récents en fait. Pour dire que c'est maintenant que tout commence. Il y a longtemps que ça a commencé, mais c'est maintenant que les gens commencent à se réveiller, à partir des femmes. Nous sommes en train de créer un cadre d'échange entre les femmes pour se soutenir. Pour que Bargny, par exemple, ne se dise pas que je suis seule dans la lutte. Et que la Côte d'Ivoire aussi ne se dise pas que je suis seule dans la lutte. Afin que la lutte du Sénégal soit la lutte de la Côte d'Ivoire et la lutte de la Côte d'Ivoire soit la lutte du Burkina Faso par exemple. Donc nous sommes en train de créer ce cadre-là pour pouvoir se soutenir les uns les autres. La lutte des femmes contre l'implantation de l'industrie lourde semble porter ses fruits car l'unité de sidérurgie annoncée sur le site de Helcom depuis novembre 2020 n'a toujours pas démarré. Et l'association sénégalaise des professionnels des ressources humaines passe en revue les difficultés que rencontrent les femmes qui évoluent dans ce secteur autour d'un café RH. Des partages d'expériences ont été faits pour mieux mettre en place des solutions allant dans le sens de mieux les placer dans les instances de prise de décision. Compte rendu signé Mamadoussi. Il s'agit d'une rencontre de partage d'expériences entre les acteurs qui évoluent dans la gestion des ressources humaines, particulièrement les femmes. L'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines veut à travers cette tribune mieux outiller les femmes du secteur. Beaucoup de femmes leaders sont des DRH maintenant. Et nous leur avons conviés à venir aujourd'hui
parler de leur parcours, parler des problèmes qu'elles rencontrent au retour maintenant de leurs entreprises. Je pense qu'une expérience sera tirée. Notre préoccupation, c'est voir comment la femme peut être replacée dans le dispositif des ressources humaines. Les problèmes liés à la gestion de carrière sont en passe d'être résolus. Des mécanismes sont en branle dans ce sens. Du point de vue de la loi, du code du travail, des établissements d'entreprise, des accords même d'entreprise, il y a beaucoup d'avancées. Il y a des dispositifs qui sont mis en place pour voir si c'est une avancée automatique, si c'est au niveau de la carrière. Parce que maintenant, la fonction a beaucoup évolué. Au début, c'était la gestion administrative du personnel, mais maintenant, c'est une transversalité. Dans les directions de ressources humaines, les femmes occupent de plus en plus de postes. Le plaidoyer est fait pour que ces dernières soient dans les instances de décision. Les études ont montré que les sociétés où il y a plus de femmes, où il y a plus de mixité, ces sociétés ont eu plus de résultats. Les femmes ont démontré assez pour qu'on puisse dire quand même qu'il vaut mieux les mettre dans les instances de décision. Parce et crever le plafond de verre dans lequel elles sont confinées. En ce mois dédié à la femme, l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines veut rendre à sa manière hommage aux femmes. Le café RH permet donc aux femmes de revenir sur les difficultés qu'elles rencontrent et de repartir en entreprise avec des solutions. Et la rubrique portrait se colle à l'actualité du mois de mars qui fait honneur aux femmes. Abdourahmane Ly s'est rendu au marché Tilène pour nous faire découvrir le quotidien de Mama Keita. Elle est commerçante et elle quitte tous les matins très tôt d'ailleurs Thiaroye en banlieue dakaroise pour se rendre en ville au marché Tilène où elle mène son activité, une activité qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Elle donne ici ses confidences à Abdourahmane Ly dans notre rubrique portrait. On regarde. À l'intérieur de ce marché, en plein centre de la capitale, une dame, à l'image de beaucoup d'autres qui ne comptent pas les heures de travail. Travailler pour la famille, pour les enfants, leur bien-être. Mama Keita se fixe aussi cette mission. Moins de 8 heures de sommeil par jour. Maman est déjà sur pied à 4 heures du matin, à l'arrêt, attendant le bus spécial affrété pour commerçantes de Thiaroye. À 4 heures du matin, nous devons être sur place, à l'arrêt, pour pouvoir monter à bord de ce bus censé nous acheminer jusqu'au marché Tilène. Parfois, fatigué, il arrive que je sorte de chez moi vers 4h30. À 7 heures, le bus est déjà parti. L'alternative à ce moment, c'est d'attendre la ligne 50 qui m'amènera jusqu'à la gare Pompier d'où je prends un taxi pour venir ici au marché. Ce bus spécial n'attend personne, malheureusement. Maman Keita a quitté le grand marché de Thiaroye pour s'installer ici, au marché Tilène. Elle explique ce choix. Nous nous approvisionnons en marchandises à Thiaroye avant de les amener ici et les proposer aux clients. J'ai donc choisi de m'installer ici parce que tout simplement, j'estime avoir plus de chances d'écouler ma marchandise avec le bénéfice qui me convient. Le commerce de poivrons, persil, concombres, feuilles de menthe, entre autres, paye bien son homme pour ne pas dire sa femme. Maman Keita explique que grâce à son business, elle parvient à satisfaire tous ses besoins. Comme vous le savez, il n'est vraiment pas facile de satisfaire les besoins d'une femme. Et dans une maison, il est important que les conjoints se partagent les dépenses. Mon mari fait tout pour moi, mais j'ai choisi de me consacrer à cette activité pour la satisfaction de mes besoins, parfois pour les tontines ou autres. En résumé, le commerce me permet aujourd'hui de satisfaire tous mes besoins. Elle se veut une référence pour ses jeunes enfants, pour qui elle se dit prête à tout.
Un parent, une mère ou un père est un modèle pour ses enfants, raison pour laquelle nous devons davantage, nous parents, montrer l'exemple aux enfants, leur apprendre à se porter, à accepter de travailler dur pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, si je me lève à 4 heures du matin, c'est exclusivement pour mes enfants. Maman Keita se dit fière de ses 17 ans d'expérience aujourd'hui dans le métier. Soutenue par son mari, elle nous explique que les difficultés n'ont pas manqué sur sa route. Des difficultés qu'elle continue de supporter et qui s'estompent au moment à l'approche des fêtes. Parlons de toute autre chose. Circulation routière, plus de 1600 motos Jakarta mobilisées. L'information a fait la une des quotidiens ce week-end, mais aucune surprise chez les Jakartamen au vu de ce qu'ils disent subir au quotidien dans la circulation. Interpellés par les policiers, ils disent devoir verser parfois des amendes à hauteur de 6 000 francs CFA. Conscients malgré tout de leur irrégularité, ils demandent la clémence afin de mener à bien leurs activités dans ce secteur. Abdourahmane Ly a rencontré certains d'entre eux au croisement 22. Reportage. La grève des Jakartamen, 3 mois après, n'aura pas servi à grand-chose. L'interdiction de circuler à Dakar est mise à exécution sur le terrain. La police a immobilisé plus de 1600 motos Jakarta dans la région. Les Jakartamen doivent s'acquitter d'une amende de 6 000 francs. Surtout lundi passé. Je constate des opérations des forces de l'ordre depuis le début de la semaine. C'est le montant de 6 000 francs qui nous est imposé de payer. Et il est impossible d'entamer une quelconque forme de négociation avec eux ces derniers temps. C'est soit de 6 000 francs, soit la fourrière. Ce n'est pas facile pour des jeunes comme moi qui, après avoir collecté la somme de 500 000 francs, pour une moto la voir finir dans une fourrière. Ousmane explique avoir vécu l'expérience plus d'une fois. Aujourd'hui, la duplication de clés leur permet de passer entre les mailles du filet des forces de l'ordre. J'ai un ami qui a plus de 3 clés. Lorsqu'il est arrêté par les forces de l'ordre, la première chose qu'il fait, c'est négocier. Il leur propose la somme de 2 000 francs. Si celui qui l'arrête refuse, une négociation stérile donc, il met l'autre clé à sa disposition pour s'échapper. Mohamed Touré est également un conducteur de moto Jakarta, une motocyclette qu'il s'est lui-même procurée. Nous n'avons vraiment pas le montant que les forces de l'ordre nous demandent sur le terrain. Parfois, c'est la somme de 12 000 francs CFA qu'ils nous exigent. Une somme pareille n'est même pas exigée au transport en commun de type clando, dont tout le monde sait ne pas être en règle. Au croisement 22, les Jakartamen sont sur le qui-vive, car à tout moment, un policier en civil pourrait les interpeller. Originaire de Touba, Serigne Mbacké explique leur calvaire sur la route. Il nous arrive de rouler à contresens, même sur l'autoroute, dès que nous les apercevons. Et ce sont des risques, nous l'admettons. Je suppose qu'ils nous imposent quelques conditions dans le sens d'être en règle et de pouvoir conduire nos motos, la tête tranquille, mais qu'ils arrêtent de nous dire que nous ne devons plus conduire nos Jakarta. Des Jakartamen qui sont prêts à mettre la main à la poche chaque mois plutôt que de garer leur motocyclette. Direction Mbour à quelques semaines du Ramadan. La Sénélec rassure de la bonne distribution de l'électricité durant ce mois. Le directeur général de la Sénélec annonce également que les tarifs de l'électricité seront revus à la baisse avec l'entrée en vigueur du First Gaz qui est en cours d'exploration. Muntaga Khan, reportage. Tout est fin prêt pour que le courant ne manque pas durant le mois de Ramadan. Selon le directeur général de la Sénélec, la centrale de Malicounda fournira suffisamment d'électricité pour y parvenir. L'équipe a pu m'assurer que pendant le mois de Ramadan, comme vous le savez, qui est toujours un mois de grande consommation pour Sénélec, on pourra disposer d'une puissance
venant de cette centrale, ce qui constitue également une satisfaction. Dès que le gaz sera disponible au Sénégal, les tarifs du courant seront revus à la baisse. Nous avons déjà les machines qui peuvent fonctionner au gaz. Vous avez vu cette centrale, on vient de nous expliquer que lorsque le gaz sera disponible, ces machines seront facilement convertibles. Et donc le gaz étant produit au niveau national, on aura un prix plus faible que celui du combustible que nous importons. Et par conséquent, la baisse de ce prix de l'intrant va se répercuter automatiquement sur les tarifs de l'électricité qui sont donnés par le régulateur. Parce que le régulateur est là pour protéger les consommateurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important, nous, au niveau de Senelec, que nous puissions être dans les dispositions pour que demain, dès qu'on nous donne le feu de gaz, qu'on puisse utiliser cela et répercuter les baisses qui seront engendrées au niveau du consommateur. Dans l'actualité aussi, cela fait plus de 30 ans que 93 Diambars disparaissaient lors de l'opération Tempête dans la guerre du Golfe. Les familles de ces soldats ne savent toujours pas où sont enterrées les victimes. Ils annoncent d'ailleurs une grève de la faim en ce 31e anniversaire de la mort de ces Diambars. Alioune Sow, reportage. Très remontés, ces orphelins de la guerre du Golfe se voient interdire leur protestation devant l'ambassade du Koweït à Dakar. Malgré les négociations, la police dit niet, mais la tension monte. Un policier est accusé d'avoir employé un mot déplacé. Ces orphelins sont contraints de faire leur déclaration un peu plus loin. Ils dénoncent avec la plus grande énergie le mutisme des autorités concernées et convoquent le devoir de mémoire. Aujourd'hui, 31 ans après ce drame, aucun d'entre les membres de ce collectif n'a eu la chance de visiter au moins une fois les lieux où sont enterrés nos pères. Sans parler du devoir de mémoire envers ces Diambars qui n'ont jamais été célébrés. Leurs mots sont nombreux. Les orphelins de la guerre du Golfe listent point par point leurs revendications. Nous revendiquons auprès de l'État du Sénégal l'assurance de l'avion Hercule, les indemnisations de guerre de nos pères, une reconnaissance de l'État. Ces orphelins comptent passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait. Ils ont décrété une grève de la faim illimitée à partir de la date d'anniversaire du crash d'avion. Nous annonçons devant l'opinion nationale et internationale que les veuves et les orphelins entameront une grève de la faim illimitée qui débutera le 21 mars 2022, le jour de l'anniversaire du crash d'avion à la rue des Diambars, près du camp Dial Diop. Le collectif des orphelins de la guerre du Golfe a soutenu avoir écrit à toutes les autorités compétentes, excepté le président de la République. Personne ne leur a répondu. Et je vous le disais tantôt, le dossier judiciaire pour viol présumé opposant la masseuse Adji Sarr et le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, rouvert depuis quelques jours. La rédaction a tendu son micro aux habitants de Rebeuss qui pensent que cette affaire doit être tirée au clair une bonne fois. D'autres, par contre, craignent que la réouverture de ce dossier réveille les vieux démons du mois de mars à Médiouf. Reportage. Rebeuss, un quartier populaire. À cette heure de la journée, les habitants se réunissent dans les grandes places. La réouverture du dossier Ousmane Sonko Adji Sarr suscite le débat. Ce dossier doit être tiré au clair pour que la population en finisse une bonne fois pour toutes. C'est du moins l'avis de Alassane Ndiaye. Ce dossier mérite d'être traité. Les deux concernés sont des citoyens sénégalais. Je me demande pourquoi l'affaire traîne autant. Les Sénégalais ont besoin de connaître la vérité. Bati Diagne ne partage pas cet avis. À ses yeux, le moment est mal choisi. Ce n'est pas le bon moment. Ce dossier est une affaire à risque, ce n'est pas sûr. Surtout avec l'arrivée des élections, cela peut susciter encore des problèmes. Nous avons d'autres choses plus importantes que ça.
La propriétaire du salon de massage Suite Beauté, Ndeye Khady Ndiaye, est convoquée par le successeur de Samba Sall Oumar Maham Diallo ce mardi à 10h. Cette convocation marque le début de la réouverture du dossier Sonko Adji Sarr, un dossier à l'origine des émeutes du mois de mars 2021 avec 14 morts jusque-là non élucidés. L'actualité internationale, d'abord la Guinée où la classe politique se dit prudente après des premières discussions pour créer un cadre de dialogue. Le ministre de l'administration du territoire a reçu cette semaine la classe politique guinéenne qui se disait se sentir mise à l'écart dans le processus de la transition depuis le coup d'État. Ces échanges avec le ministre de l'administration du territoire avaient pour objectif de définir les termes d'un futur cadre de dialogue permanent. Et si certains saluent un esprit d'ouverture lors de ces échanges, la démarche n'a pas permis d'évacuer tous les doutes selon certains acteurs politiques. À noter que ces concertations se poursuivront la semaine prochaine. Et puis des nouvelles également du Burkina Faso où s'est tenu un premier conseil des ministres dominé par la crise sécuritaire. Les membres du gouvernement de transition ont tenu ce conseil des ministres autour du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, le ministre de la Défense nationale, le commandant des opérations en charge de coordonner toutes les opérations de sécurisation sur le territoire national. Le directeur de l'Agence nationale de renseignement ont fait tour à tour le point de la situation sécuritaire au Burkina Faso, situation marquée par la poursuite des attaques terroristes. La crise sécuritaire dans le pays est toujours très grave selon le porte-parole du gouvernement. De même, la situation humanitaire du pays est préoccupante. Il précise néanmoins que des opérations de sécurisation sont en cours avec des forces de sécurité déployées sur le terrain. Des actions sont aussi entreprises pour permettre l'accès des populations déplacées aux services sociaux de base. Article de la semaine, le respect voué à la justice est-il en train de fléchir? En tout cas, les magistrats disent halte aux attaques envers l'institution judiciaire venant de tous bords. Le journaliste Hassan Samb et directeur de publication de Réumi Quotidien estime que Dame Justice éprouve une colère noire. C'est notre sujet de article de la semaine signé Mamadou Dia. Des sorties maladroites touchent les magistrats dans leur propre amour. Le respect voué à Dame Justice commence à fléchir du fait des déclarations répétées de certains responsables comme Ousmane Sonko. Hassan Samb, directeur de publication du journal Réumi Quotidien, réfléchit sur ces attaques dans une chronique. Les magistrats sont dans une colère noire, d'après le journaliste. Ce titre est inspiré d'une rencontre avec la presse organisée par les magistrats eux-mêmes, apparemment pour réagir par rapport à des attaques dont ils étaient l'objet depuis quelque temps. Et l'attaque la plus récurrente vient certainement du leader politique Ousmane Sonko, qui, par rapport à l'affaire l'opposant à Adji Sarr, a fait récemment une sortie pour dénoncer le comportement de la justice en général dans cette affaire. Comme du reste, Adji Sarr l'a fait, elle aussi, et s'est prise à la justice. Mais Ousmane Sonko est allé beaucoup plus loin parce qu'il parle de manque d'indépendance, de la faiblesse de certains juges, y compris d'ailleurs du juge Samba Sall qui est décédé. Et la magistrature ne pouvait pas rester dans le silence, dans l'obligation de réserve par rapport à ce qui ressemble à une sorte d'infamie contre l'institution. Et la réaction a été, bien entendu, de vouloir remettre les points sur les i. Certains osent s'en prendre publiquement aux magistrats. De temps à autre, des actes de défiance envers les institutions. Ce phénomène
commence à prendre des proportions inquiétantes. Ce que vous soulignez est vrai. Autant je peux comprendre que M. Sonko soit contre Macky Sall. Évidemment, c'est un opposant. Il peut avancer les arguments qu'il veut contre Macky Sall. Macky Sall n'étant pas seulement le président de la République, c'est quand même... Le président, c'est une institution. Mais il n'est pas seulement président. Il est aussi chef de parti, chef de coalition. On peut s'en prendre à lui parce que simplement, on est son adversaire. Mais Ousmane Sonko n'est pas l'adversaire des institutions de la République. Il est encore moins l'adversaire de la justice. Autrement dit, il a tout intérêt à ce que la justice sénégalaise reste crédible aux yeux de l'opinion nationale et de l'opinion internationale. C'est une erreur grave, stratégique, à mon avis, de s'en prendre à une institution comme la justice, et de cette façon. L'on s'acharne sur Dame Justice seulement quand sa décision est contre ses intérêts. Hassan Samb s'en désole. Ça c'est un vieux problème auquel la justice en général est confrontée. Ce n'est pas seulement au Sénégal. Quand il y a un conflit entre deux protagonistes, chacun croit avoir raison. Et quand la justice tranche, elle tranche forcément pour un et contre l'autre. Pour l'un et contre l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Celui qui croit qu'il avait raison et contre qui on a prononcé un jugement, va penser que la justice peut-être a favorisé l'autre et s'en prend à la justice. Et cette personne est rarement contente d'un verdict qui ne lui est pas favorable. On a vu dans l'affaire Aïda Ndiong que la justice avait tranché en faveur d'Aïda Ndiong, quelque part. Donc, les gens ont salué. Quand également certains magistrats ont pris des décisions contre l'État, les gens ont salué. Mais dès qu'une décision est prise contre un opposant, on pense que systématiquement la justice est aux ordres. On ne réfléchit pas toujours pour savoir est-ce que cette personne n'avait pas effectivement tort. Tout le monde ne comprend pas la complexité de l'organisation judiciaire, selon Hassan Samb, dans sa chronique. Les magistrats rappellent à l'ordre. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur ITV.